Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 12 mars 2025. Aujourd'hui, on poursuit la réflexion sur ce que j'ai lancé dimanche dernier, c'est-à-dire concernant les chiffres des vaccins COVID et tout. J'ai vu qu'il y avait des réactions et j'ai compris que les gens ne savaient pas nécessairement interpréter les statistiques. Je ne veux pas dire ça de tout le monde, je ne veux pas être condescendant, là, mais il y a des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la surmortalité et qu'est-ce que ça représente. Par exemple, je donne l'exemple là, pour pas que les gens se fassent des idées tout de suite et qu'on fasse des petits clips de 10 secondes qui me présentent sous un angle arrogant, parce que c'est juste ça que certaines personnes font, là. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, 100% de surmortalité dans un groupe d'âge. Et ça ne change finalement absolument rien à la démographie. Donc, quand on a par exemple, quand certains statisticiens ou les chiffres nationaux nous disent qu'il y a 20% de surmortalité dans telle catégorie, etc., ça peut avoir l'air gigantesque, même 50% de surmortalité ou 80% de surmortalité. Mais au total, les chiffres restent petits. Je vais donner l'exemple suivant. Par exemple, si on est dans un village de 100 personnes et qu'il y a normalement 10 personnes qui meurent par année, c'est un exemple comme ça, juste pour faire rond, là. Il y a 10 personnes qui meurent par année dans le village de 100. S'il y a 20% de surmortalité, ça fait 2 personnes de plus. 20% de surmortalité. 20% de surmortalité, ça ne veut pas dire que 20% du village est mort, là. On s'entend. Ça veut dire qu'il y a juste 2 personnes de plus qui sont mortes. Donc, au lieu d'en avoir 10, il y en a 12. Les chiffres restent petits. Même si on a 20% de surmortalité dans certains cas, dans certaines instances, on voit des trucs comme ça, les chiffres restent petits. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé la dernière fois à dire que finalement, ce n'était pas une hécatombe. Hein? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Les gens me font dire, ils mettent des choses que j'ai jamais dites. Il y a de la manipulation, là, vraiment. On dirait qu'il y a des gens qui sont là, ils sont pas là pour entendre, ils sont pas là pour écouter, ils sont là juste pour frapper. Puis on se retrouve exactement un petit peu comme dans la situation en 2020, là, c'est-à-dire les gens... En tout cas, je vais revenir là-dessus, là. Mais j'ai bien pris toutes les précautions dans le dernier Web Journal pour dire que 17 millions de morts, moi j'ai pris le chiffre le plus élevé, hein, disponible, là, le plus sérieux, le plus élevé, que 17 millions de morts, c'était très élevé, c'était incroyablement élevé, etc. Mais que sur la totalité des personnes vaccinées, c'était quand même un chiffre relativement petit. Donc, c'est toute une question d'ordre de grandeur. Et on va voir ça tout à l'heure, la question de l'ordre de grandeur. J'ai dit que ce n'était pas une arme. Je voulais réfuter surtout le truc que ce n'était pas une arme de dépopulation et que tous les vaccinés allaient mourir en moins de 2 ans. Là, ça va faire 4 ans bientôt que les gens sont vaccinés. Et encore une fois, je veux dire, la démographie n'a pas changé. C'était ça essentiellement mon point, parce que le point des personnes qui argumentent contre moi, c'est que tout le monde va... C'est du cyanure, c'est de l'arsenic, etc. Et donc, il fallait argumenter contre ça, tout en soyant respectueux des personnes qui sont mortes et tout. Et moi, j'ai perdu mon père. Okay? D'autres personnes... Là, je vais vous montrer tout de suite, avant de commencer, là, je vais vous montrer tout de suite le genre de clip auquel je faisais référence. Ici, c'est... comment il s'appelle déjà? Dolores Cahill. Dolores Cahill, qui est intervenue très rapidement au début de la pandémie pour dire que tous les injectés allaient mourir en dedans de 3 à 5 ans. Because I know a lot of people who are being vaccinated. Is there a way out? Everybody who has an mRNA injection will die within 3 to 5 years, even if they have only one injection. And I know that is hard to hear. Je sais que c'est difficile à entendre, mais tous les injectés, même avec une injection, vont mourir en dedans de 3 à 5 ans. Bien oui, on n'est plus là, et c'était le but du dernier Web Journal, montrer un petit peu qu'il y a eu beaucoup d'enflure dans la façon de présenter le vaccin. Et il y a le même genre de phénomène qu'on observait en 2020. On l'observe maintenant du côté des complotistes. C'est-à-dire qu'en 2020, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait le gouvernement et beaucoup des personnes qui avaient peur, qui étaient sous l'emprise de l'effet nocebo. Rappelez-vous, quand on a expliqué l'effet nocebo, là, c'est-à-dire la peur qui fait comme réduire le quotient intellectuel. Là, il y a beaucoup de ça, encore une fois, présentement. Les gens disaient que, voyaient que toutes les personnes qui mouraient, finalement, c'était du COVID-19. Tu sais, et Arruda le disait lui-même.
on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. Fait que les morts montaient. C'était des cancers, des AVC, etc. Mais on les classait COVID. Et là, mon beau-père est mort, puis là, c'est la COVID. Non, c'est la COVID. T'as-tu vu, il y a de la misère, il y a de la difficulté à faire tel. C'est de la COVID, ça doit être de la COVID longue. Etc. Rappelez-vous, cette espèce d'emprise mentale qui fait en sorte que, par la peur, on attribue toutes les causes à un seul problème. Là, présentement, ils font la même chose avec Donald Trump. Il y a beaucoup de ça dans l'humain, où est-ce qu'on attribue tous les maux à... C'est la stratégie du bouc émissaire. Le COVID était le bouc émissaire pour tout. Donald Trump a été le bouc émissaire pour tout. Poutine, à un moment donné, le réchauffement climatique, c'était tout. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, il y avait de l'inefficacité dans les transports en commun, c'était le réchauffement climatique ou des retards dans la construction, c'est les réchauffements climatiques. Le coût des matériaux augmente, c'est le réchauffement climatique. Rappelez-vous à quel point le réchauffement climatique avait le dos large. Et là, c'est un peu la même chose avec le vaccin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs par exemple, il y a de la surmortalité et on fait comme si la totalité de la surmortalité était attribuable au vaccin. Oui? Et on fait complètement fi de tout ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire, rappelez-vous ce que... là, je l'avais ici, là. Ce que Claire Sévrac expliquait, par exemple, allons-y tranquillement, là, sautez pas tout de suite aux conclusions, mais juste avant la COVID, puis tout ça, dans le complot mondial contre la santé, qu'est-ce qu'elle expliquait, Claire Sévrac? Elle expliquait que les pharmaceutiques et l'agroalimentaire avaient joint leurs forces et qu'il y avait plein de poisons dans la nourriture qui allaient décupler les cancers et les maladies et les trucs, de sorte que les pharmaceutiques allaient faire des profits en vendant des médicaments parce que les gens allaient être malades. Hein? Mais là, présentement, c'est comme s'il n'y avait plus d'autres causes de maladies. J'ai vu plein de personnes me répondre, là. Mon beau-père a telle chose, le chum de ma sœur a un tel problème. C'est comme si la totalité des causes, c'était le vaccin. Il n'y a plus rien, il n'y a aucun effet, par exemple, sur la malbouffe. La malbouffe on a complètement oublié ça. On a oublié les chemtrails, on a oublié comme toutes les causes qui peuvent affecter la santé, augmenter le nombre de cancers, etc. Maintenant, c'est comme avec la COVID, et comme avec Donald Trump, et comme avec le réchauffement climatique, il y a une seule cause pour tous les problèmes de santé, indépendamment des faits. Indépendamment des faits. C'est-à-dire, on ne sait pas, par exemple, ton beau-père a le cancer, là. Tu sais, ton beau-père a le cancer. Est-ce que c'est vraiment le vaccin ou c'est la malbouffe ou c'est autre chose? Moi, mon beau-frère, j'ai un beau-frère, on ne se voit plus depuis 2015, mais j'ai entendu dire qu'en 2016 ou 2017, il avait attrapé un cancer, il avait comme cancer de la peau ou quelque chose comme ça. Il était jeune, il avait comme 40 ans ou quelque chose comme ça. Il s'est fait opérer, puis il s'en est sorti. Mais finalement, s'il y avait eu ce cancer de la peau-là en 2022, par exemple, le même gars avec le même cancer, etc., là, tout le monde aurait dit c'est le vaccin. Et on fait donc exactement ce qu'on faisait en 2020 avec le vaccin, avec la COVID. Là, maintenant, tout ce qui se passe tous les morts, tous les blessés, tous les problèmes de santé sont attribuables à la COVID. Et là, maintenant, on fait ça avec le vaccin. OK? Donc, je voulais juste comme placer ça en termes de méthode, et on fait ça avec tout, hein, c'est-à-dire, c'est là où il y a de l'humain, il y a de l'hommerie, là. Et alors qu'à Radio-Québec, on a c'est ça notre force, je pense, c'est qu'on a de la pensée critique. Et on a eu de la pensée critique en 2020, et on n'a pas arrêté d'avoir de la pensée critique à travers l'ensemble de nos webjournaux sur la totalité des sujets, sur la tentative d'assassinat, Gaza, les rapports avec l'Iran, la Troisième Guerre mondiale, l'ensemble des choses. On a eu de la pensée critique sur la totalité des sujets. Et donc, ça serait ridicule qu'on applique, qu'on ait eu justement... Vous nous avez connus, beaucoup d'entre vous, avec la COVID, qu'on a été comme hyper critique sur la COVID, qu'on a été regarder les chiffres du gouvernement, puis qu'on a dit, ouais, ça colle pas avec ton narratif ta trame narrative de
tout le monde meurt de la COVID, parce que t'es 6 000 personnes, t'es 6 700 personnes qui sont mortes en CHSLD, là, tu as utilisé le lien épidémiologique pour les classer COVID, fait qu'il faut comme les sortir. On a été comme ça. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les vaccins, avoir une réflexion critique, où il faut être comme dans le troupeau, puis comme les apôtres du réchauffement climatique? C'est le CO2. Il y a une seule cause de réchauffement climatique sur la Terre, c'est le CO2. Il n'y a rien à voir avec les cycles solaires, l'activité solaire ou tout. Rappelez-vous ce qu'on a fait avec les changements climatiques. Il y a le discours officiel sur les changements climatiques qui attribue, comme avec la COVID, tous les changements climatiques à une seule cause. C'est la stratégie du bouc émissaire, le CO2. Et là, nous autres, on a dit, ben non, il y a ça. Et on a fait ça dans nos web-journaux sur le réchauffement climatique. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça sur les vaccins? Et là, tout d'un coup, on a comme changé les accusations, c'est ça. Alexis s'est rendu de l'opposition contrôlée. Il a changé sa veste de bord. Je n'ai jamais changé ma veste de bord. Je suis le même gars avec la même tête puis le même cerveau qui applique son intelligence, tant soit peu que j'en ai un peu, là, à quelques sujets que ce soit. Et là, quand tu regardes les statistiques, par exemple, les statistiques des vaccins COVID, c'est énorme, 17 millions, etc., mais on est loin du 3-7 ans qu'annonçait Deborah Cahill et d'autres prophètes de malheur, etc. On rappellera que notre position à nos détracteurs est la même que la plupart des chercheurs renommés. On a pris le chiffre le plus haut. On a pris le chiffre le plus haut scientifiquement disponible. Et les gens nous disent, là, dans les commentaires, les gens disaient « Alexis, comment prends-tu les chiffres officiels, etc. » Et les mêmes personnes qui me disent « Il y a une hausse de la mortalité de 20 ou 40 ou que... » Ouais, tu les prends où tes chiffres? Il faut prendre des chiffres à quelque part à un moment donné. Et de toute façon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'on a pris, les chiffres de Rancourt, c'est pas juste... Les chiffres de Rancourt ne sont pas seulement... on ne les prend pas ex nihilo, là, sortis de nulle part. Les chiffres de Rancourt, on regarde 17 millions, OK? Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait dans le Web Journal? On a regardé la surmortalité des pays et la réalité démographique, des statistiques de la démographie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait comme une espèce de sweet spot dans le milieu où est-ce que c'est vrai c'était beaucoup 17 millions sur l'ensemble de la planète, mais que dans chacun des pays, c'était pas énorme. Il n'y avait pas une grosse baisse une grosse baisse statistique de la mortalité, etc. OK? Donc, c'est le fait d'avoir croisé Rancourt et la démographie, les chiffres de la démographie. Lui, il a pris les chiffres de la surmortalité. Nous autres, on a pris la démographie. Lui est allé dans le négatif, les gens qui meurent. Moi, j'ai regardé les gens qui sont toujours vivants. S'il y a eu des changements, puis ça semble il semble y avoir une corrélation, comme on dit en sciences. Et là, après ça, on va aller plus loin aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin dans les statistiques, puisque c'est ça qu'on fait à Radio-Québec, c'est ça qu'on faisait. C'est ça qu'on faisait en 2020. On sortait des études et on regardait les statistiques. Puis c'est pour ça que les médias ne nous aimaient pas, parce que les médias avaient un discours sur « tout le monde est en train de mourir, tout le monde est en train de mourir, puis vaccinez-vous », puis etc. Puis nous autres, on disait « non, les chiffres ne sont pas là ». Puis on dit exactement la même chose ici avec ceux qui disent que c'est une hécatombe, que tout le monde meurt de ça. Les chiffres ne sont tout simplement pas là. Et là, il faut que les gens comprennent que c'est pas à cause qu'il y a beaucoup de personnes malades autour de vous, que c'est le cas généralement dans l'ensemble de la société. Ça se peut que... Parce que moi, autour de moi, dans les commentaires, il y avait deux. Moi, autour de moi, personne n'est malade. À part mon père, personne, zéro. Là, il y a comme... Tous les amis de mon fils, ça va super bien. Tu sais, la mère de mon fils dans sa famille, du côté de ma mère, il n'y a personne de malade. Tu sais, c'est comme... Puis il y a plein de personnes qui ont écrit ça. Moi, j'ai 100 personnes autour de moi, des amis, il n'y a personne de malade, il n'y a personne de malade. D'autres personnes qui disent, tout le monde est malade autour de moi. Fait qu'il faut être capable de sortir de son petit truc, de sa petite perspective personnelle, là, puis aller monter à la généralité. J'ai un petit segment là-dessus sur le fait d'aller à la généralité. Mais le truc, c'est que il y a, comme je l'ai dit en début de Web Journal, une espèce une habitude intellectuelle d'attribuer tous les problèmes à une seule cause. S'il y a de la surmortalité, et c'est une tendance très humaine, OK? Par exemple, rappelez-vous de l'article, je parle peut-être un petit peu vite, là. Rappelez-vous de l'article que j'avais cité dans 2 web journaux au moins, 2,1% seulement des hospitalisations étaient pour la COVID en 2020 au Québec. On va faire le chemin inversé, là. 2,1% des hospitalisations seulement au Québec. Donc, il n'y avait pas eu de crise. C'est ce qui a été dit aussi exactement par Pierre Chaillot,
dans son livre, il n'y a pas eu de crise de la COVID. Les gens, à part le pic au début où est-ce qu'ils ont euthanasié les vieux dans les EHPAD et les CHSLD, il n'y a pas eu réellement de crise de la COVID. Les chiffres ont été manufacturés. Eh bien, c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça avec le vaccin, mais regardez ça ici. Dans le même article, on nous propose, regardez le nombre d'hospitalisations au Québec. J'ai des chiffres pour le Québec et pour la France, là, mais... Donc, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'en 2020, vous avez entre à peu près 1 200 000 personnes qui sont hospitalisées au Québec par année. 1 200 000, c'est pas personne, c'est 1 200 000 hospitalisations. Là, présentement, la tendance de certaines personnes, c'est d'attribuer toute cause de la maladie, dès que quelqu'un est malade, au vaccin. C'est ça que je veux, c'est un des éléments dans ce web journal-ci, je veux qu'on soit conscient de ça, de cette tendance à dire c'est toute la faute du CO2, c'est toute la faute de Trump, c'est toute la faute du vaccin, et d'avoir un peu un recul critique, d'avoir une vision synoptique et un recul critique. C'est ça que je voudrais... Il y a des gens qui ne seront pas capables, là, qui sont... Mais c'est pas vraiment à eux qu'on parle. On s'adresse aux auditeurs intelligents qui sont capables d'écouter un web journal au complet. Parce que j'ai regardé sur Facebook, la durée moyenne de l'écoute d'un web journal, c'est 5 ou 6 minutes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'écoutent au complet, puis il y a des gens qui écoutent genre 1 minute, puis qui flushent tout de suite. Puis après ça, qui viennent commenter. Là, j'ai passé, on est mercredi, j'ai passé lundi et mardi à dire aux gens dans les commentaires, as-tu écouté le web journal? As-tu écouté le web journal? Puis les gens n'écoutent pas le web journal, puis viennent commenter. Fait que... mais donc, 1 200 000, là, présentement, la tendance chez les complotistes, c'est de dire tous ces gens-là sont finalement malades du vaccin. Il y avait avant la pandémie, des millions d'hospitalisations, des centaines de milliers de personnes qui allaient à l'hôpital chaque année. Puis là, le même nombre, maintenant, c'est comme, il y a un changement d'esprit, clic, c'est comme tous les vaccins. Les personnes autour de moi sont malades, etc. Ça se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui sont malades du vaccin. Il y a des dommages du vaccin. Ils sont répertoriés entre 10 et 20 des dommages mineurs, là, ce qu'on appelle mineurs, là, de la fatigue extrême, des étourdissements, des trucs, bon, puis que ça se règle avec le temps, ou il y a des dommages aussi, des dommages sévères, à peu près 1 dit Bernard Massy, et selon les chiffres de Dowd dit 0,5-1 Massy dit c'est 1 et donc... et puis, il y a 0,3, puis 0,3 de mortalité. Puis même si on mettait des millions de personnes de plus de mortes, aller chercher un 0,1 ici, pas comptabiliser les enfants, les morts-nés, etc., ça ferait 20, 25. On reste oui, c'est beaucoup, là. On reste encore dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire, c'est pas l'hécatombe, la démographie ne change pas, etc., etc., OK? Les gens qui ont perdu l'odorat, exactement, OK? Donc... là, présentement, il n'y a plus aucune... La malbouffe, ça ne cause plus le cancer. Tu fumes, tu bois, tu vas chez McDo, tu fais le party tout le temps, t'es obèse, tu restes devant la télévision, tu manges tes Doritos, il n'y a plus rien qui cause le cancer au Québec. C'est tout de la COVID. Je veux dire, c'est tout du vaccin, puis c'est ça la tendance présentement. Puis on vous spamme aussi avec des images. C'est comme un tel mort subite, un jeune athlète, 25 ans, mort subite. Qu'est-ce qu'on sait exactement de leurs dossiers médicaux? Je fais encore une fois le même genre d'analyse qu'on faisait avec toutes les images de guerre, là, où est-ce qu'on regardait, j'avais montré qu'en Syrie, par exemple, on manipulait les images d'enfants, puis... et je disais, il faut aller dans les détails, c'est-à-dire avant on réagit par l'émotion, c'est-à-dire on vous met n'importe quel jeune footballeur, puis on dit il est décédé en 2023, et là c'est comme, personne ne connaît les détails, puis là tout de suite, on est bombardé d'images comme ça, puis là, finalement on se fait une tête, mais on réagit sur le coup de l'émotion, on réfléchit plus vraiment, on est sur le coup de l'émotion, comme avec tous les dossiers qu'on traite à Radio-Québec, que ce soit le réchauffement climatique, les gens ont peur, toutes les guerres au Moyen-Orient, etc., les guerres en Ukraine. Les gens réagissent émotivement et il n'y a pas de... On s'excuse d'être, des fois comme... pas froid, mais cérébral. Mais c'est ça que ça prend, je pense. Je pense pas on rendrait service. Ça serait de la propagande. Quand tu réagis sous le coup de l'émotion et tu essaies de provoquer des émotions fortes chez les gens, généralement, c'est pour les manipuler. On n'essaie pas de vous manipuler à Radio-Québec. On vous donne de l'information rationnelle au-delà du pathos.
Et donc, c'est ça, tu sais. On vous montre des images. Tu sais, c'est facile à faire des images. Tu sais, comme je le disais la dernière fois, il peut y avoir tu sais, de la comorbidité, par exemple, chez les athlètes qui buvaient comme beaucoup. Tu sais, il peut y avoir comme plein de causes. On ne sait pas c'est quoi. Il n'y a personne qui a pensé à ça. C'est-à-dire, tu sais, durant la COVID, on parlait de comorbidité. Mais là, maintenant, avec les vaccins, on ne parle pas de comorbidité. Ben non, tu t'injectes, t'es mort. Tu sais, c'est comme il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent affecter ton cœur, ton obésité, les poumons, quoi que ce soit. Ou, tu sais, c'est toujours... Et donc, il y a un double standard entre notre façon de traiter l'information qu'on avait durant la COVID et la façon qu'on a de traiter l'information avec les vaccins. Et des images qui choquent, là, moi, je peux vous en faire aussi, tu sais, des images de petites personnes mortes, là, genre Tania Bilodeau, 7 ans, morte et ressuscitée avril 2023. Est-ce que c'est crédible? Tu sais, qu'est-ce qu'on sait de son dossier? Es-tu vraiment ressuscité? Ou ici, Éric Pomerleau, 25 ans, athlète, mort ressuscité et marche maintenant sur l'eau. Je peux en faire, moi, des images comme ça. Là, tu sais, c'est comme tout le monde peut faire ça. Là, c'est comme... Et donc, ça, c'est un des problèmes d'Internet, l'information choc qui crée une réaction émotive, et puis là, après ça, on embarque, etc. Puis on a toujours, à Radio-Québec, essayé de se dégager de ça. Oui ou non? Les maladies, elle travaille dans un hôpital, elle vit d'outils, et les maladies ont monté en flèche. Voilà. Là, maintenant, évidemment, il n'y a personne qui a nié la surmortalité. On a dit qu'il y avait de la surmortalité, qu'il y avait 17 millions de morts, etc. Bon. J'avais les chiffres des hospitalisations au Québec. J'ai les chiffres, je l'ai sur mon cellulaire. Je ne pourrais pas faire ça en ondes. Mais c'est ça. Donc, il y a une montée. Oui, il y a de la surmortalité, personne n'a nié ça. Et il y a aussi une montée des hospitalisations, mais ce n'est pas énorme. Ce que j'ai vu sur les chiffres officiels, là, ça dépend des groupes d'âge, mais c'est entre 2 et 7 % dans un système déjà surchargé comme celui du Québec, avec un des réseaux avec le moins de lits, c'est juste 3, 4, 5, 6, 7 %, c'est énorme. Et ça, c'est les chiffres officiels, là. Mais allons plutôt comme... voilà, ici, ça, c'est un article d'un assureur en Suisse, The Future of Excess Mortality After COVID-19, le futur de la surmortalité après le COVID-19. La pandémie de COVID-19 a été synonyme de mortalité, d'excès de mortalité. Mais là, disons que ce n'est pas la COVID et la COVID longue qui causent la surmortalité, mais c'est en partie les vaccins. Lui, dans ce... C'est... J'aurais dû avoir le titre là-dedans, c'est RE Suisse. C'est une compagnie d'assurance en Suisse. Il montre que la surmortalité, donc entre les États-Unis et l'Angleterre, vous avez comme un 7 % de surmortalité entre 4 et 7 % de surmortalité. Et ici, en Angleterre, aux États-Unis, entre 4 et 7 %, en Angleterre, entre 4,5 et 8 %. Il y a plus de surmortalité en Angleterre et ça va en diminuant avec les années. Donc, 4 à 8 % de surmortalité, c'est à peu près ça, là, par exemple. Disons, ce que je veux dire, c'est que... Où est-ce que je vais arriver, là? C'est que même 4 à 8 % de surmortalité, c'est pas énorme. Mettons, ça ici, c'est la surmortalité au Québec. On a à peu près ça, là, 3, 4, 5. Ça en va en diminuant. Si vous regardez les pics, là, les pics sont de moins en moins élevés et on s'en va en diminuant vers 2024. Donc, surmortalité hebdomadaire selon le sexe. Au Québec, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a le gros pic de surmortalité est au début 2020, alors qu'ils ont, oui, euthanasié les vieux dans les CHSLD et les EHPAD. Et après ça, ça monte, ça descend, probablement avec les pics de vaccination. Pas probablement, je pense que ça a été démontré par Chaillot et Rancourt. Ça monte après les pics. Les pics, c'est après les pics de vaccination. Mais ça s'en va en diminuant. Là, je vais vous montrer ce que je voulais dire en début de Web Journal quand je disais que tu peux avoir, par exemple, 20 % de surmortalité et c'est pas énorme. 20 % de surmortalité quand tu as 10 personnes qui meurent, c'est 2. Donc, quand tu regardes le chiffre 20 % de surmortalité qui peut faire peur ou 40 % d'augmentation dans certaines maladies, il faut regarder, j'avais les cancers là, qui ont augmenté, je pense que je les ai quelque part en Angleterre, là. Regardez, par exemple, la surmortalité ici en France, OK? Donc, ça, c'est les données de l'INSEE en France. Donc, en 2010, la surmortalité augmente, les décès observés. Et là, ici, à partir de 2020, c'est la ligne verte que je vous ai tracée dans le milieu. Ça, c'est le pic COVID.
Après ça, il y a une petite descente en 2021 et qui augmente très rapidement en 2021-2022. Et ça correspond aux injections. Vous voyez la barre orange dans le milieu? Ça, c'est l'écart, c'est la surmortalité, ça. OK? Donc, la barre orange, la barre rouge nous indique quel point devraient être les décès. Par exemple, 620 000 décès. Ils ont beaucoup de décès en France. C'est un gros pays de 70 000 habitants. 620 000 personnes, il y a 1% de la population à peu près qui décède, un petit peu moins qu'1% de la population qui décède par année. Donc, 620 000 personnes étaient attendues de mourir, puis finalement, il y en a eu plus. Il y en a eu 55 000 de plus. Il y en a eu 675 000. Si vous regardez l'écart, là, avec la barre jaune, entre la barre rouge et la barre bleue, c'est à peu près 55 000 personnes de plus qui sont mortes que ce qui est attendu. Fait que là, ça a l'air de 55 000 de plus sur à peu près 600 quelques mille, 650 000, ça fait à peu près 8 ou 9 % de surmortalité. 8 % de surmortalité. OK? Là, je m'adresse surtout aux personnes qui ne comprennent pas nécessairement comment la surmortalité fonctionne. Alors, il y a 8 % de surmortalité en France, probablement dû beaucoup au vaccin, mais est-ce qu'il y a d'autres phénomènes? C'est pas... comme je dis, on attribue... Admettons que là, je vais faire le jeu de... Admettons qu'on attribue tout ça au vaccin, OK? On va l'attribuer tout au vaccin. 55 000 personnes en France qui sont mortes du vaccin qui n'auraient pas dû. Et ça, c'est sur une population de 70 millions. Il y a 70 millions en France. Tu sais, 70 millions de personnes en France. Ça fait 1 personne sur 1000 qui meurt du vax. Moins de 1 personne sur 1000 qui meurt du vax. Vous comprenez? 8 % ça a l'air énorme, mais ce n'est pas 8 % de la population française qui est morte. 8 % de ceux qui étaient attendus de mourir. Ça fait 1 personne. Il y a moins de 1 % des gens qui décèdent, puis c'est 10 % de moins de 1 %. Comprenez-vous que c'est pas énorme? C'est ça que je veux que les gens comprennent. Une surmortalité, Alexis, tu ne comprends pas 20 % etc. Les chiffres restent petits. Oui, c'est énorme, 55 000 personnes. Là, on va aller à la question de l'échelle. C'est énorme, 55 000 %, mais c'est moins de 1 personne sur 1000. C'est genre 1 personne sur 1300 en France qui surdécède, qui ne devrait pas décéder à cause du vaccin. Comprenez-vous l'ordre de grandeur? C'est toujours ça. Il n'y a pas énormément de surmortalité. Puis quand tu prends la surmortalité puis tu regardes sur la population en général, ça reste petit. OK? Est-ce que c'est rationnel? Même si on met ça sur les personnes vaccinées, 70 millions de personnes en France, mettons 50 millions de personnes vaccinées, 55, ça fait à peu près 1 personne sur 800. Si je me reprends, je me corrige, là, mettons, on ne prend pas la population totale, mais juste la population de vaccinés, 50 millions de personnes en France, c'est 55 000 personnes sur 50 millions ou 55 millions. Ça reste 1 personne sur 1000 ou 1 personne sur 900 ou 1 personne sur 800. C'est des petits chiffres. Alors, vous me sortez le chiffre, je me répète, là, 55 000, ça a l'air beaucoup. 8%, ça a l'air beaucoup, mais en termes de comparé à la population générale, c'est pas tant que ça. OK? Là, allons tout de suite à l'ordre de grandeur pour pas que ce soit un web journal du Nord et que tout le monde me dise que je me répète tout le temps. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans les web journaux. La question de l'ordre de grandeur. Rappelez-vous, quand j'ai parlé du niveau tactique, opérationnel et stratégique, quand je parlais des actions de Donald Trump, quand je parlais de conflits armés, etc., le niveau tactique, c'est, par exemple, les opérations au niveau d'une ville, par exemple, là, au niveau du bataillon, au niveau du régiment, peut-être de la division. C'est comme comment prendre certains blocs, capturer le pont pour prendre certains quartiers. Généralement, il y a des sites qui font ça dans la guerre en Ukraine. Là, tu vois... Ils prennent genre, c'est comme Military Report, je l'avais déjà cité, ils prennent certains quartiers, puis genre là, finalement, ils ont pris la ville, puis ça, c'est le niveau tactique. OK? On voit les unités, on voit les bonhommes avec leurs casques tirés, on voit les tanks approcher, puis ça, c'est... Après ça, il y a le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, c'est comme au niveau du pays.
Right, là, vous avez le niveau opérationnel en Ukraine, vous avez les bases aériennes, vous avez les troupes déployées, etc., etc. Donc, vous voyez l'ensemble de l'Ukraine, c'est au niveau du pays. Okay? Ça, c'est le niveau opérationnel. Puis après ça, il y a le niveau stratégique. Ça, c'est généralement mondial ou c'est comme, tu sais... Oui, c'est ça, niveau mondial. C'est plus juste l'Ukraine, c'est genre la Russie, le positionnement de la Russie sur l'échiquier mondial, et puis, etc. Okay? Là, quand on est au niveau opérationnel, quand on est au niveau du pâté de maison, et c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent, là, les gens pensent comme au niveau de leur perception immédiate, là. Au niveau de niveau tactique, 17 millions de morts, c'est énorme. Au niveau opérationnel, c'est toujours beaucoup, c'est même peut-être inacceptable, mais on relativise quand même. T'sais. Et au niveau tactique, au niveau global, finalement, 17 millions de personnes, c'est pas tant que ça quand tu comprends les enjeux, etc. À titre d'exemple, je ne sais pas si je l'ai mis ici, la grippe espagnole, si vous tapez la grippe espagnole, elle a fait entre 50 et 100 millions de morts au début du 20e siècle. Morts. Je vais le sortir parce que je l'avais... je ne l'ai pas... À moins que je l'ai mis à quelque part. Là, capture d'écran, clac, clac. C'est ça qui est bien avec ce petit logiciel-là, c'est qu'on va faire des choses live. Estimé entre 50 et 100 millions de morts. OK? Donc, c'est juste pour relativiser un peu les choses. Maintenant, même chose avec tout ce qu'on fait, par exemple, quand on parle, par exemple, de Gaza, là, on regarde au niveau tactique. Hein, c'est le niveau personnel, au niveau de la souffrance individuelle des personnes. C'est inacceptable. Et j'arrête pas de le dire, c'est-à-dire au niveau du personnel, au niveau de l'interpersonnel, de la nature humaine, ce qui se passe à Gaza, c'est inacceptable, etc. Comme c'est beaucoup des dossiers qu'on traite, etc. Mais comme par exemple aussi, ben, c'est la même chose avec les vaccins ou la COVID, là. Mais encore une fois, quand on monte après ça, on monte à un niveau un petit peu plus général. C'est ça qu'on fait en général à Radio-Québec. Vous comprenez, quand on dit vision synoptique et on prend de la hauteur, ben c'est ça c'est-à-dire qu'on sort du niveau tactique du niveau personnel, on va au niveau général, puis après ça, on va vers l'abstrait, le niveau stratégique, puis on donne une vision globale des enjeux. Fait qu'on peut bien nous critiquer de ci et ça, mais la méthode de Radio-Québec, c'est de monter vers le haut. Et là, avoir une vision d'ensemble sur les choses. OK? Donc, au niveau général, par exemple, personnel, au général, général, si on s'en va généralement vers la paix, oui, il y a des négociations au Moyen-Orient. Finalement, l'Iran et Israël font seulement semblant de s'attaquer. Et au niveau abstrait, au niveau stratégique, ben, c'est comme on évite la Troisième Guerre mondiale, on stabilise la région, on ramène les troupes aux États-Unis, etc., etc. Et c'est ce que... Je ne parle pas des personnes qui sont mal intentionnées, qui écoutent les web-journaux de Radio-Québec. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Mais pour le public qui écoute généralement Radio-Québec, dans tout exercice intellectuel, on doit s'efforcer de comprendre le niveau personnel, mais de s'élever un peu, c'est-à-dire de penser, tu sais, qu'il y a des gens qui n'ont de cognition que ce qui existe autour d'eux, c'est-à-dire mon frère ou ma sœur, etc. C'est pas parce que ton frère ou ton oncle sont malades qu'au niveau général, l'ensemble de la société est catastrophique, là. C'est pas parce que dans ton petit monde, ça va très mal que dans l'ensemble de la société, il y a d'autres personnes qui ont d'autres expériences, comme il y a plein de personnes qui ont écrit « Moi, j'ai personne de malade autour de chez moi. Moi, c'est la même chose. J'ai personne de malade autour de moi. » Et donc, mais c'est pas parce que j'ai personne de malade autour de moi, Alexis, qu'il n'y a pas de la surmortalité ailleurs. Tu sais, je pourrais, moi, si j'étais dans le niveau personnel, là, je dirais, ben non, il y en a qui sont comme ça. Hein, ils disent, ben non, c'est de la foutaise. Comme Rancourt, 17 millions de morts, c'est un malade, Rancourt. Tu sais, ça n'existe pas, la surmortalité, puis tout ça. Personne n'est malade autour de moi. Tu sais, les gens qui raisonnent comme ça, ben ça, c'est... Moi, je fais pas ça. On reste au niveau, c'est ça, il reste au niveau personnel. Après ça, donc, comprendre que ce qui existe au niveau individuel, personnel, c'est pas nécessairement ce qui existe en général. Hein, c'est aller vers l'universel. L'université, c'est censé faire ça. C'est sortir du particulier puis aller vers l'universel. Ce qui existe, les lois générales de la nature, les lois du comportement humain, la généralité. C'est pas parce qu'une personne souffre que tout le monde souffre. C'est pas parce que tout le monde souffre que... Vous comprenez? Donc,
Et c'est ça, après ça, même chose. Donc, les vaccins COVID au niveau individuel, je finis avec ça, là. Les vaccins COVID au niveau individuel sont une souffrance. Il y a des personnes qui en meurent. C'est une tragédie. On a vu les images de personnes qui ont des cloques, là, comme, toutes rouges d'en face, puis qui sont paralysées. Puis ça, c'est au niveau personnel, on compatit, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau général, il n'y a pas de dépopulation massive, là. Il y a comme 17 millions de morts, peut-être un peu plus, mettons, si on ajoute un peu, là, en cours, les trucs pas comptés. Et là, au niveau abstrait, il faut comprendre, c'est-à-dire dans quoi tout ça se situe. Il y a comme un contexte politique dans lequel tout ça se situe. Et donc, sans le volet politique, il est impossible de comprendre la pandémie et la réponse de Trump. Et là, je vous ai fait entendre, comment elle s'appelle, Deborah Cahill, qui disait « Tout le monde va mourir en dedans de 3 à 5 ans, même ceux qui ont reçu juste une dose ». Je vais vous faire écouter ici Marion Koopmans. C'est une Néerlandaise. Elle fait partie du comité scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Et elle a donné une entrevue en 2020 à la télévision néerlandaise où elle dit « On est à l'époque, et là, on l'a entendu à plusieurs reprises, on est à l'époque des pandémies, et on s'en va vers 10 ans de pandémie. Ça va être une après l'autre. Et si ça n'avait pas été COVID, si ça aurait été comme une autre, et c'était ça l'idée. L'idée, c'était, à travers des crises sanitaires, de coincer l'humanité, de la faire entrer dans un système de contrôle social avec des vaccins, avec des passes sanitaires, les vaccins à Bill Gates, tout était prêt. Le Forum économique mondial dit on ne sortira pas de cette pandémie, tout va être changé, on va avoir, on s'en va vers la 4e révolution industrielle et le grand reset, etc. La façon de le faire, on l'a déjà expliqué, c'était les crises sanitaires. Ils ne pouvaient pas, on l'a expliqué ça durant la pandémie, ils ne pouvaient pas faire ça avec, on l'a expliqué durant la pandémie, ils ne pouvaient pas faire un coup militaire avec, forcer les gens à rester dans la maison avec des, je veux dire, ils ne pouvaient pas avoir une justification militaire. Il fallait que ce soit une justification de santé, que les gens veuillent se protéger eux-mêmes. Quand c'est une tyrannie officielle, les gens peuvent se rebeller, tu sais, genre un pouvoir illégitime, etc. Il faut que les gens acceptent eux-mêmes de le faire. Et la façon de le faire, c'était pour leur santé, etc. Puis c'est comme ça qu'on leur fait prendre un vaccin, puis le pass sanitaire, puis on les fait rentrer dans le grand reset, etc. Je vous fais écouter Marion Koopmans. C'est en anglais, c'est sous-titré, mais c'est ça. Elle dit on rentre dans 10 ans de pandémie. Et ça, c'était en 2020, au début de la pandémie. Weg te helpen mocht er een tweede pandemie komen. Maar eigenlijk als ik goed volg wat je al jaren zegt, dan is de kans dat een tweede pandemie komt heel erg groot. Ja, daar is wel consensus over. Dat is ook, het staat ook al een tijd lang in het... Oui, il y a eu... ça a été dans le plan de l'Organisation mondiale de la santé depuis un certain temps. 10-jarenplan van de Wereldgezondheidsorganisatie. C'est un 10-year plan in the World Health Organization, 10-year plan, dans le plan, pas quinquennal, mais le plan décennial de l'Organisation mondiale de la santé. 10-jarenplan van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus daar stond, bereid je voor de komende... Le plan dit qu'il va y avoir une crise de maladie infectieuse majeure. Et ça ici, c'est la première année. Ja, er gaat een grote infectieziektecrisis komen. Nou, dit was jaar 1. Crise infectieuse majeure, c'est l'année 1. On s'en allait vers des crises à répétition. Et je veux vous montrer aussi, quand je vous dis que tout était prêt, je vous montre un article très, très, très intéressant parce qu'il y avait des personnes comme, je ne mentionnerai pas les noms, mais qui sont venus sur ma page, des influenceurs que vous connaissez, qui sont venus sur ma page, dire, ben voyons donc, ça se serait arrêté tout seul, ou ça serait, jamais les marchés auraient accepté des confinements super longs. Là, il faut juste comprendre, encore une fois, c'est l'aspect politique, là. Je vous recommande cet article du Brownstone Institute. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, le Brownstone Institute, dans les webjournaux du Québec. Vous avez des articles super intéressants qui sont toujours sourcés. C'est comme scientifique, c'est toujours scientifique, et c'est toujours sourcé avec la référence actuelle. C'est le Brownstone Institute qui avait parlé, quand je vous avais dit qu'il y avait 160 articles qui démontraient l'efficacité de l'immunité naturelle, c'était dans le Brownstone Institute. Et Brownstone Institute qui a été cité à quelques reprises par Réinfo COVID.
Et là, ici, vous avez un article qui est essentiel pour comprendre le volet politique de la pandémie. Le dossier COVID, de COVID dossier. Tapez ça. De COVID dossier qui vient de sortir le 4 février dernier. Et qu'est-ce que l'article dit? Je le recommande surtout aux gens de Réinfo Québec qui ont cité des fois Brownstone Institute et puis ça vient de sortir, là, qui ne sont pas tout à fait au fait des fois de l'aspect politique de la pandémie. Donc, vous avez ici, je l'ai traduit en français avec Google Translate. Le dossier COVID est une compilation de preuves que nous avons accumulées au cours des 3 dernières années, étayant l'affirmation suivante. La COVID n'était pas un événement de santé publique, c'est ce qu'on disait depuis le début à Radio-Québec, bien qu'elle ait été présentée comme telle à la population mondiale. Il s'agissait d'une opération mondiale coordonnée par des alliances militaires et de renseignements publics-privés et invoquant des lois conçues pour les attaques aux armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Le dossier contient des informations sur la coordination entre l'armée et les services de renseignement dans la réponse à la biodéfense face à la COVID aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. Pour certains pays, nous disposons d'informations abondamment documentées. Pour d'autres, nous disposons de quelques documents sur l'implication de l'armée et des services de renseignement, mais pas de tous les détails. Okay? Donc, et là, il donne les preuves ici, il donne toutes les références, le département de la Défense, référence. Vous pouvez aller sur cet article-là qui montre que c'était un coup militaire, une opération militaire. Ça a été présenté à la population comme un truc, c'est pour la santé publique, restez à la maison, c'est pour la transmission, etc. Mais ça a été géré comme une opération militaire parce que c'était le coup pour nous faire rentrer dans le nouvel ordre mondial. Les objectifs du développement durable, le grand reset à travers la vaccination forcée, etc., c'est documenté là-dessus. Vous avez aussi ici, cela signifie que rien dans la réponse du port du masque, distanciation sociale, confinement, vaccination ne s'inscrivait dans un plan de santé publique visant à répondre à une épidémie. Au contraire, chaque aspect de la réponse visait à semer la panique auprès de la population afin d'obtenir l'adhésion aux opérations de biodéfense aboutissant à l'injection de produits ARN non réglementés, juridiquement considérés comme des contre-mesures militaires de biodéfense. Okay? Qui a ordonné et dirigé cette opération? Qui en a bénéficié? Qui dissimule et continue à le faire? Nous enquêtons sur ces questions depuis plusieurs années. Okay? Donc, ici, j'invite tous les gens à faire part de cet article-là, de dossier, de COVID dossier. Et rappelez-vous, de toute façon, on l'a vu, c'est ce qu'on a, ils le disent maintenant, ça vient de sortir en février, mais c'est ce qu'on disait durant l'an, c'est ce qu'on documentait à Radio-Québec. Rappelez-vous, dès le début de la pandémie, c'était avec des drones de police, on nous surveillait avec des drones de police. Rappelez-vous, le bracelet de distanciation sociale de Vidéotron, tout était prêt. La construction de camps d'internement COVID. Bill Gates qui disait « On ne va pas sortir de cette pandémie avant d'avoir vacciné tout le monde. Il faut vacciner tout le monde. » J'en ai parlé la dernière fois. J'ai expliqué, j'ai montré tous les documents où on disait genre on ne pourra pas retourner à la normale avant que tout le monde soit vacciné. On ne pourra pas retourner à la normale avant que tout le monde soit vacciné. Et là, j'ai trouvé le clip. Je n'ai pas retrouvé le clip que j'avais trouvé, mais j'ai trouvé le clip de Caroline, Caro Info, merci beaucoup, qui... parce que j'avais montré le clip en juin, c'est ça, j'avais montré le clip en juin 2020 et là, en 2023, j'avais remontré le clip de Milice McCann qui disait « ça va prendre quelque chose comme un vaccin pour sortir de la pandémie ». Et vous savez qu'est-ce que c'était? C'était verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne sortira pas de la pandémie tant qu'il n'y aura pas un vaccin, tout le monde le disait. J'ai montré ça à de multiples reprises. McCann. Ah oui, c'est ça. Il restait une dernière vidéo que je voulais montrer pour que les gens comprennent enfin on était réellement pognés 5 ans. On était pris 5 ans dans cette histoire de confinement jusqu'à temps qu'un vaccin sorte. Là, je vous ai montré Gates. Je vous ai montré la vidéo de Jeffrey A. Tucker. Voici la vidéo de la ministre de la Santé de l'époque, McCann, je pense, sur les vaccins. Un état d'urgence sanitaire est instauré quand il y a une menace à la santé des Québécois ou d'un peuple, d'une population. Alors, quand il n'y a plus de menace, par exemple, qu'on ait un vaccin, qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans l'environnement et qui fait en sorte que la santé des Québécois n'est plus menacée.
à prendre un vaccin. OK? Donc, et là, ici, c'est la même chose. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'il y avait. Je vous ai montré tout ce qu'on disait dans le dernier web journal. Je ne vais pas refaire le truc là, où est-ce qu'on disait on ne sortira pas de ça avant un vaccin. Ça va prendre les études qui disaient qu'on ne pourra pas relaxer la distanciation sociale et les confinements etc., avant un vaccin. J'ai tout montré ça dans le dernier web journal. Ici, après ça, vous avez ici 5 ans avant qu'un vaccin COVID puisse tenir la ligne, hold the line contre les variants COVID, nous dit le 5 ans. On nous dit ici, it could take 5 years for 2 leading COVID vaccines to debut AI analysis find. Ça, c'était le 17 avril. Ça va prendre 5 ans. C'est ça, le truc. Ça, c'était le 17 avril, là. Le 17 avril 2020, on disait, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 5 ans. On disait ici, everything must go right for, ça c'est Bloomberg, everything must go right for big pharma's bet on fast vaccine. Scientists are trying to scram 10-15 years of meticulous testing and careful lab works into a quick fix. Les scientifiques, nous dit l'article de Bloomberg, essayent de faire rentrer 10 à 15 ans de recherche dans une espèce de traitement rapide. C'est pas possible. L'article dit que c'est pas possible de le faire, etc. Et il y a cet article du New York Times qui n'est pas payant, que je vous invite à visiter ici. How long will a vaccine really take? Et il y a des cartes interactives où est-ce qu'on montre avec Warp Speed, sans Warp Speed. Et là, vous l'avez ici. Donc, ça ici, c'est en entrée. Et là, vous voyez, donc la recherche académique jusqu'en 2022, préclinique jusqu'en 2024, phase 1 à partir de 2024, phase 2, phase 3 jusqu'en 2028. Entre 2028 et 2030, on construit les usines. Quoique, on aurait pu construire les usines, commencer la construction des usines peut-être un peu avant, mais bon, la manufacture, entre 2030 et 2032, on manufacture, c'est approuvé, et après ça, en 2033, distribution. OK? Et là, tu as le même graphique. Si tu cliques sur la case à côté, c'est avec Warp Speed. Là, tu voyez la différence entre les deux. Warp Speed, c'est contracté, c'est ultra contracté. C'était pour sortir de la pandémie, du système de contrôle social, de la prise de contrôle militaire là, qu'on vient de documenter avec Brownstone et puis qu'on avait documenté à l'époque. De toute façon, c'est juste... C'est pratiquement redondant, là, mais vous voyez ici, c'est donc... les vaccins sortent en août 2021. Tout est contracté, préclinique, phase 1, phase 2, phase 3, etc. Et ça, c'était pour préserver la civilisation de la marque de la bête, du signe du système du grand reset, du système de contrôle social, etc. On l'a fait, ils l'ont contracté. Ça a été fait extrêmement rapidement. Vous avez ici les années minimum pour, par exemple, le vaccin de la varicelle a pris 28 ans à développer. Le vaccin contre le papillovirus, 15 ans, rotavirus, 15 ans, et puis le COVID-19, 18 mois, c'est ce qui était prévu. Finalement, je pense que c'est sorti avant ça, c'est sorti après 9 mois. Et ils nous disent dans l'article ici, ils interrogent les experts, et les experts disent que c'est pas possible, ça va prendre 10 ans. Alors, the grim truth behind this rosy forecast is that the vaccine probably won't arrive anytime. Le vaccin n'arrivera pas bientôt de quelque façon que ce soit. Hein? On n'a jamais sorti un vaccin pour le coronavirus, pour les humains. Le record de tous les temps pour développer un vaccin, c'est 4 ans. On l'a sorti en 9 mois, imaginez ça. Là. Fait que c'est sûr que c'est comme... Mais il y avait une volonté politique de nous sortir de la merde à cause de ça. Si on avait attendu, le record c'est 4 ans, imaginez si on avait attendu 4 ans de confinement et de petites indulgences une fois de temps en temps l'été, il n'y aurait plus rien. Les troubles d'apprentissage des enfants à l'école, les suicides, des retards du langage, la fin de la société civile. Hein? At least 4 years. Et là, il dit au minimum, le record, c'est 4 ans et c'est beaucoup plus de temps que ce que le public peut tolérer. Hein? Là, ici, il demande à une autre personne, elle dit, le Dr. Emily Building, elle dit, un vaccin typique prend 10 ans au moins, de 8 à 10 ans à développer. C'est pas vraiment possible qu'on le fasse. Et ils l'ont fait, finalement, ils l'ont fait. Et on serait resté toutes ces années-là en confinement. Et ça a été, encore une fois, Bill Gates l'a dit, on pourra montrer les clips. Il y a aussi ce clip de Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker, que vous voyez ici, que j'ai mentionné à plusieurs reprises, qui est l'éditeur en chef et le PDG du Brownstone Institute, qui dit que quelqu'un de la Maison-Blanche l'a appelé pour dire qu'on allait rester en confinement. Il a dit, lui, il parlait contre les confinements. Il dit, les confinements puis les masques, ça marche pas. Il était comme sur la ligne Radio-Québec. Les confinements puis les masques, ça marche pas. Les confinements puis les masques, ça marche pas. Puis là, il a reçu un appel
un représentant il travaille à la Maison-Blanche, Gavi, etc. Il a dit, arrête de faire ça, on reste en confinement jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Puis là, il dit, du coup, on va rester en confinement pendant 5 ans. Puis là, il dit, ça va se faire plus rapidement, mais c'est jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Je vous montre l'extrait de Jeffrey Tucker. C'est vers la fin. Si je le publie sur Telegram, c'est vers la fin du clip qu'il dit ça. Il résume là, sa conversation avec cette personne-là, là, et puis de la Maison-Blanche, et qui travaille aussi pour Gavi. I remember in April, I remember I got a call from I don't know if you know a guy named Rajiv Venkalia, I think is his name. And he was Gates Foundation virus head. And his history traces back to the Bush administration, 2005, 2006. He's the one who claims to have invented pandemic planning. And at that point, see, you're smarter than I am. You knew. I didn't. I nearly dropped the phone. He finally said, yeah, we're going to vaccinate our way out of this pandemic. Nous allons sortir de cette pandémie par la vaccination, dit le représentant de la Maison-Blanche qui a appelé. We're going to vaccinate our way out of this pandemic. And at that point, see, you're smarter than I am. You knew. I didn't. I nearly dropped the phone. I said, you are going to vaccinate. Vous êtes complètement fou. J'ai presque échappé le téléphone. Vous êtes complètement fou. Je veux dire, ça sert à rien, etc. Your way out of this pandemic? What, are we going to stay locked down for 5 years? Are you out of your mind? I couldn't believe it. He said, no, I think it's going to be a lot sooner than that. Well, at that moment, I thought I had heard everything. OK. Donc, encore une fois, ça, c'est pour la raison pour laquelle Warp Speed a été développé. Il y a une raison politique derrière ça. Et je voulais vous montrer, finalement, quand je disais en début de Web Journal, on va terminer bientôt, là, quand je disais en début de Web Journal que les gens attribuent pratiquement n'importe quelle cause de mortalité ou de surmortalité au vaccin, alors qu'il y a probablement autre chose. Probablement d'autres raisons dans certains cas. J'ai parlé de Claire Séverac, etc. Tu sais, le bouc émissaire, le vaccin bouc émissaire. Je vais vous montrer ça ici. En début, au mois de juin 2020, encore une fois, retournons en arrière, mois de juin 2020, étiez-vous là, à cette époque-là, à Radio-Québec, j'étais beaucoup plus mince, j'étais comme svelte et... dans le Web Journal, la grippe de 2020. Je regardais ici, j'ai un article ici du journal The Telegraph qui disait « Two new waves of death are about to break over the NIH, analysis warns ». Et je faisais mention de cet article dans le journal The Telegraph qui parlait qu'il y avait des morts du COVID. Puis là, il disait, ils ont fermé toutes les ailes, ils ont fermé l'oncologie, ils ont fermé toutes les chirurgies. Ils ont... Vous savez pourquoi, hein? C'est ça. En tout cas, je n'irai pas là, ça va faire trop complotiste, là, mais... Et on s'occupait juste du COVID. Et là, les gens sortaient pas de chez eux, allaient pas allaient pas renouveler leur prescription, allaient pas passer des tests de dépistage du cancer, etc. Et il disait dans cet article-là, ça va créer une deuxième vague, et puis après ça, une troisième vague. Il y a des personnes qui vont mourir à la maison parce qu'ils n'ont pas eu de soins, ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital. Puis après ça, il disait, il y a une troisième vague de personnes qui, pendant le 1 an ou qui sont restées à la maison durant les confinements, qui n'ont pas suivi leur test de dépistage, etc., et qui vont avoir des cancers qui ne seront pas dépistés et qui vont finalement mourir par la suite. Okay? Alors, allons-y avec ça. Et là, maintenant, on est là-dedans. Les gens, là, c'est 5 ans plus tard que j'ai fait ce web journal-là. Là, maintenant, on est dans la troisième vague. Ou bien, je dis ça, mais pensez juste, on pourrait être dans la troisième vague de ces gens-là qui, durant ces années-là, ont juste sauté leur test de dépistage, ou etc., et puis qui se sont laissés aller. Et puis, là, maintenant, les cancers augmentent. Ça peut être une des raisons. Je le disais à l'époque, je n'ai pas changé ma position. Je fais de la recherche, puis j'ai un esprit scientifique, un esprit, pas scientifique, un esprit critique. Alors, il dit ici, encore une fois, je l'ai traduit par Google Translate, il était essentiel de réorienter le NHS, ça c'est la santé anglaise, pour se concentrer sur l'urgence du COVID-19. Mais les décès indirects augmentent rapidement et menacent désormais d'éclipser le carnage causé par le virus lui-même. Une nouvelle analyse de Hedge Health, l'un des principaux fournisseurs de données pour les établissements du NHS, prévient qu'une deuxième puis une troisième vague de décès
non liée au coronavirus est sur le point de frapper la Grande-Bretagne. À moins que des solutions radicales ne soient trouvées pour rétablir un service normal et réduire considérablement les listes d'attente, le NHS pourrait être contraint d'instaurer un régime formel de rationnement. Ils n'ont pas desservi la population pendant comme 1 an, avec peut-être même plus. Et là, imaginez, déjà, on avait les listes d'attente surchargées. Et là, on a enlevé 1 an. Imaginez qu'est-ce que ça cause comme décès en cascade. Ça, c'est un exemple. Il continue dans l'article. La deuxième vague est déjà en cours. Elle est composée de patients non atteints du coronavirus qui ne peuvent ou ne souhaitent pas accéder aux soins de santé en raison de la crise. Ils ne vont pas à l'hôpital, ils ont peur. OK? Et là, par exemple, il dit le genre décès. Le Edge Health estime que ces décès s'élèvent désormais à 10 000, soit 2 000 par semaine. 2 000 par semaine, c'est de la méchante surmortalité, ça aussi. Et là, on dit, nombre d'entre eux meurent malheureusement à domicile, d'autres arrivent tout simplement trop tard à l'hôpital. Okay? Donc, surmortalité, oui, on peut tout mettre sur le vaccin, mais attention, je suis bien d'accord. Ce que j'ai montré, c'est que même si on met tout sur le vaccin, ça reste quand même petit, genre 8 % de surmortalité sur un pays de 70 millions. Là, OK. Ici, là, il parle de la troisième vague. Actuellement, les endoscopies utilisées pour diagnostiquer certains cancers ont été totalement abandonnées en raison du risque de transmission du COVID-19 par aérosol, par exemple. Les IRM, la résonance magnétique là, pour dépister, ont également connu une chute vertigineuse. Contrairement au pic actuel, cette troisième vague pourrait s'étaler sur une période plus longue. Ne vous y trompez pas, elle pourrait être très meurtrière, déclare M. Batchelor. Les gens qui... Lorsqu'on voit des augmentations de cancer ici et là, ben, il y a des gens qui ont juste sauté le dépistage pendant presque 1 an, et, etc., etc. Donc, oui, OK, il y a possiblement différentes causes à la surmortalité, mais même si on efface tout ça, toutes les autres possibles causes, même si on attribue toute la surmortalité au vaccin, ça reste quand même... gérable. Vous comprenez? Et là, je veux pas... J'essaie juste de... que les gens comprennent. C'est sûr qu'au niveau personnel, chaque mort est un drame, mais quand on va vers le général, ce qu'on essaie de faire ici, c'est on prend un peu d'altitude et de la perspective et on respire par le nez, puis quand on comprend ce qui se passe, ce qu'on a évité, bien là, on respire beaucoup mieux. Même chose ici, incidence du cancer au Québec, vous voyez ça, depuis 1985, il y a une augmentation des cancers à toutes les années jusqu'en 2020-2022. OK? C'est une augmentation 2020-2022. Elle est pratiquement normale. Il n'y a pas de gigantesque augmentation du cancer, c'est-à-dire que vous ne voyez pas comme un saut de 20 ou 30 % ou quelque chose comme ça. OK? Nombre de cas de cancer est de, par exemple, ici, vous avez comme cas de cancer, vous en avez... C'est à peu près 60 000 en 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 60 000. Et là, ici, vous en avez 67 000. Il y a comme un petit bond du cancer, mais encore une fois, c'est exactement la même logique qu'avec les chiffres de la France. Ça reste petit, c'est-à-dire il y a comme 5-6 000 personnes peut-être de plus qui ont le cancer, qui ne devraient pas l'avoir, admettons. Mais sur l'ensemble d'une population, quand tu passes du niveau personnel au niveau général, bien là, c'est beaucoup moins, c'est pas mal plus compréhensible. Et on n'est pas, encore une fois, dans les 100 000, les hécatombes, etc., etc. Même chose ici, on m'a envoyé des chiffres, par exemple, des fausses couches, des enfants morts-nés, etc. Il y a aussi une incidence, et encore une fois, au niveau personnel, chaque enfant mort-né, ça fait pleurer les parents, c'est un drame. Des fois, les parents se suicident, se divorcent, etc. C'est insupportable au niveau personnel. Mais il faut regarder, encore une fois, des drames comme ça, l'humanité en a connu depuis 1 million d'années. Et là, il y a une augmentation. Et je pèse toujours mes mots, hein, parce que les gens déforment tout ce que je dis. Là, ça n'a pas d'allure ces temps-ci. Regardez, donc, il y a une augmentation des décès, des nouveaux-nés, des morts-nés, etc. Sauf que si vous regardez en rouge, la première colonne, c'est en rouge. Vous avez déjà une augmentation en 2018. Et est-ce que c'est une augmentation, par exemple, comme ça ici, là, genre comme les cancers, une augmentation normale?
Ça, on ne le sait pas. Il faudrait aller comme plus loin dans les données. On ne les a pas. Et donc, ça, c'est comme un graphique tape à l'œil. Gentil, tout sacrément, ça montre les nouveaux-nés, etc. Mais quand tu regardes correctement le graphique, il y a une augmentation de... c'est quoi? On arrive à 102 %, une petite augmentation en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour qu'il y ait une petite augmentation des morts-nés? En 2019, ça baisse un peu. Et là, en 2020, ça augmente jusqu'à 105. En 2020, en passant, il n'y avait pas de vaccin. Les gens m'ont envoyé ce graphique-là. Là, j'ai répondu en 2020, il n'y avait pas de vaccin. En 2018 non plus. Puis là, tu as une augmentation, etc. Mais l'augmentation, encore une fois, 2021-2022, elle est, oui, fort probablement due au vaccin, mais c'est une augmentation c'est quoi, 110, c'est 110 %, c'est-à-dire de 10 %, de 15 % sur la quantité totale de morts-nés. Combien il y a d'enfants morts-nés? C'est encore une fois, c'est de la statistique. Si tu as 10 % de plus d'enfants morts-nés, il faut savoir combien tu as d'enfants morts-nés au départ. Combien il y a d'enfants morts-nés au Québec? Admettons, il y en a comme 500. Je ne sais pas, 1000. Mettons, il y en a 500. Si tu as 10 % de plus, ça fait 550. Ou si tu en as 1000, ça fait 1100. 100 de plus. C'est beaucoup, chacun est un drame, sauf que, encore une fois, ça n'a aucune incidence démographique. Si tu passes du niveau personnel au niveau général, statistiquement, c'est pour ça que je dis dans le dernier Web Journal que la démographie n'a pas changé. Chaque drame est un drame, chaque drame individuel est déplorable, etc. Mais quand tu regardes l'ensemble, ce n'est pas une arme ce n'est pas l'hécatombe, ce n'est pas une arme de destruction massive, de dépopulation, ce n'est pas, les gens ne vont pas mourir en dedans de 5 ans, etc. Tout ça a été prouvé faux et il faut garder raison. Il faut raison garder, je voulais dire. Il y a des gens qui sont là à semer de la peur, à produire de l'effet nocebo dans la population, là, dans les gens qui les lisent, là, et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. OK? Est-ce que j'ai... encore une fois, c'est pas que je veux relativiser le vaccin. Je veux juste que, comme en 2020, il y a des gens qui font exactement comme les médias et le gouvernement, qui mettent tout là-dessus, puis qui gonflent, puis qui produisent de l'effet nocebo, et qui ont une perspective, qui n'ont pas une perspective d'ensemble. Ce qu'on essaie de faire, c'est exactement ce qu'on a toujours fait à Radio-Québec, c'est-à-dire avoir une vision globale, relativiser, puis aller dans le détail. C'est pour ça que les gens sont abonnés à Radio-Québec. Vous ne voulez pas qu'on fasse qu'on peinture il y en a qui te font de l'analyse, là, puis c'est comme, genre, tu lances un seau de peinture sur le mur, puis voici, c'est un Picasso, là, c'est pas ça, là. Des petits cabochons sur Facebook, là. Voilà, donc, rappelez-vous ce que j'explique, les ordres de grandeur, encore une fois, 17 millions, c'est énorme au niveau individuel, par exemple, c'est ça, mais quand tu montes, c'est ce que j'espère qu'on est capable de faire. On est capable de prendre l'altitude et de voir que dans l'ensemble, si on est ici, si on est au niveau stratégique, le 17 millions n'est pas si pire. Si au niveau général, le 17 millions, il est dérangeant, mais on comprend. Puis finalement, au niveau personnel, 17 millions, c'est fucking atroce, là. OK? Est-ce que j'ai pris suffisamment de nuances? Merci. C'est clair, ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Sur Getter, ça fonctionne en passant. J'ai plein de commentaires. Voilà. Donc, je pense que j'ai d'autres choses, mais on peut arrêter ici. Là, 1h05, c'est suffisant. Est-ce que j'avais juste autre chose, juste passer à travers les planches? Donc, on ne dit rien de plus que ce que ces chercheurs-là disent à Radio-Québec. Si vous accusez Radio-Québec, vous accusez Denis Rancourt de minimiser. Ou Pierre Chaillot qui dit la même chose. Il y a une entrevue sur Sud Radio où il parle justement de ça. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir, Victime du vaccin. Et il y a un extrait, je vais le trouver. Il y a un extrait à la fin qui dit c'est essentiellement, c'est pas l'hécatombe, mais c'est comme la roulette russe. Là. C'est comme l'hécatombe, c'est pas l'hécatombe, mais ne jouez pas. Ne jouez pas. Vaut mieux pas jouer. Ça sert à rien de prendre le vaccin.
Ça ne sert à rien de prendre le vaccin, c'est pas utile. Et c'est exactement la position de Radio-Québec. Ne prenez pas le vaccin. C'est ce qu'on n'a jamais dit autre chose que ne prenez pas le vaccin. On n'a pas été comme certains animateurs de radio, comme Jeff Fillion durant la pandémie, qui disait en 2021, il disait « Prenez le vaccin, on va sortir de là rapidement. » J'ai pas de beef avec Jeff, OK? J'ai pas de beef avec Jeff, mais je veux juste comme... On a toujours eu une ligne à Radio-Québec, c'est « Prenez pas le fucking vaccin ». On a eu la même ligne que, comme Alex Jones, Mike Flynn, un ensemble de Steve Bannon, etc., autour du président qui ont dit « ne prenez pas le vaccin », etc. Mais pour sortir de la pandémie, il fallait que la peur descende et que les gens qui voulaient un vax puis qui étaient comme dans le rétrécissement de l'intellect puis le truc genre, il fallait les conforter, les réconforter. Et il y a une autre personne sur Twitter, quelqu'un dit genre, il n'y avait pas vraiment de virus et donc on n'avait pas besoin de vaccin. Ça, c'est un autre argument. Il n'y avait pas de virus et donc on n'avait pas de vaccin. Je m'excuse, j'ai comme le nez bouché depuis le début, là. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ce qu'on dit à Radio-Québec. Il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de... Comme l'article de Réinfo COVID, par exemple, c'est 2% seulement des hospitalisations sont dues au vaccin. Et Pierre Chaillot montre la même chose qu'on a montré. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de pandémie en termes de chiffres, il y a eu juste de la manipulation statistique. Okay? Ils ont juste réarrangé le même nombre de morts, là, comme il y a eu un petit pic parce qu'ils les ont euthanasiés, mais les gens qui meurent de la grippe, normalement, ils ont juste marqué COVID. T'sais. Et donc, il n'y a pas eu c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse pandémie. On n'a encore une fois pas changé nos positions là-dessus. Sauf que, et donc, pourquoi le vaccin était nécessaire s'il n'y avait pas de pandémie? Le vaccin n'était pas nécessaire pour régler la pandémie, là. Le vaccin était nécessaire pour sortir du système de contrôle. Le vaccin était nécessaire face au Forum économique mondial. Le vaccin était nécessaire face au Grand Reset, à Bill Gates, aux médias, etc., qui allaient... Parce que tout l'establishment médical qui contrôlait l'information à ce moment-là disait « ça prend un vaccin » et les gens écoutaient le système médical. Puis quand Trump disait quelque chose, il était anti-science. Trump était anti-science. Trump avait du sang sur les mains. Trump racontait n'importe quoi. Trump, la chloroquine, un remède qui tue. Littéralement, il tue. C'est ça. Prenez pas ça, ça cause la mort. Trump a essayé plein de choses. C'est ça. La seule chose que tu peux faire, c'est pas lui qui a choisi la crise, c'est pas lui qui a choisi non plus le moyen de s'en sortir. C'est les mondialistes qui ont déployé la crise de la COVID avec possiblement une arme biologique et qui avait aussi le moyen de s'en sortir. Ça, c'est action, réaction, solution. C'est de la dialectique hegelienne. Et Trump, c'est le jeu de cartes que Trump a reçu, puis avec ce jeu de cartes-là, il a décidé que la façon de s'en sortir le plus rapidement, c'était de sortir le vaccin le plus rapidement possible, tout en empêchant les mandats COVID, l'obligation COVID, etc. Okay, ça, c'est une chose. Je vais terminer avec... on va clarifier ça une fois pour toutes. Là, là il y a des gens qui m'accusent ici, dont Lucie Laurier. Quelle déception. Franc-maçonnerie a été fondée à 17h17. Non, pardon, je retarde le groupe. Je veux dire 1717. Et là, il y a des gens, ça fait plusieurs fois que je le vois passer, là, qui disent que 1717, c'est un truc de franc-maçonnerie, etc. On va clarifier ça, là, la franc-maçonnerie. Là, je ne suis pas... Je ne suis pas franc-maçon, je suis bouddhiste tibétain. Les gens le savent, j'ai comme marié une tibétaine. Mon fils est moitié tibétain. Moi, je fais de la méditation tibétaine à tous les jours. Je n'ai rien à voir avec la franc-maçonnerie. Elle est complètement disjonctée là, ces temps-ci. Là. Je n'ai rien à voir avec la franc-maçonnerie. J'ai toujours critiqué la franc-maçonnerie. J'ai parlé de la franc-maçonnerie aux États-Unis. Par exemple, ça ici, le discours de JFK sur les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie. Je suis toujours à critiquer la franc-maçonnerie. Je suis à critiquer les positions de la franc-maçonnerie contre la baphométisation, par exemple. Tout le truc, genre d'ouverture des frontières, de faire sauter les distinctions homme-femme, parent-enfant, homme-bête, etc. Tout le transhumanisme, je suis toujours en train de critiquer ça. Je vois pas en quoi... Quand tu regardes les positions de Radio-Québec, c'est comme... Tu regardes ce qu'on pourrait attribuer à la franc-maçonnerie, etc. Puis
Là, tu regardes les positions de Radio-Québec, c'est comme genre, comment est-ce qu'on peut me dire que je suis comme franc-maçon ou quelque chose? De toute façon, je ne le suis pas. J'ai dénoncé tous les réseaux pédosatanistes, du trou, etc. À la télévision avec Martineau. J'ai sorti l'affaire du trou, le dossier de police, etc. Mais là, on dit 17h17, là, tu sais, c'est comme... 17h17, c'est ainsi, parce que 17, c'est Q, puis 17h17, c'est juste comme un clin d'œil, wing-wing de 2 fois, comme 14h, c'est trop tôt pour les Québécois. 16h, tu sais, à 4h de l'après-midi, 16h, c'est trop tôt pour les Québécois. 18h, c'est trop tôt pour les Français parce qu'on passe minuit, fait que c'était 17h. Je me suis dit 17h17, ça va être drôle, puis là, finalement, paf. Donc, je n'ai rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je l'ai même dénoncé ici. Encore une fois, il faut que je fasse ces genres de précisions-là. Je déteste ça, mais c'est comme c'est du nettoyage, comme passer le balai. Là. Dans l'entrevue, en toute franchise, avec Stéphane Hamel, qui lui-même est franc-maçon, rappelez-vous ce que j'ai dit sur la franc-maçonnerie, c'est un problème démocratique. C'est eux qui sont à l'origine de l'assassinat de... Louis XVI, et ils ont occupé le vide par la suite, ils contrôlent la politique, etc., les sociétés secrètes, les choses se décident en coulisses. J'ai tout dénoncé ça, j'ai jamais... Je devrais pas faire des faces comme ça, là, ils vont faire des clips, là, mais c'est comme... J'ai tellement dénoncé ça, j'ai tellement pris des positions claires contre tout ça, et juste sur les positions, ça devrait être suffisant. Tu sais, l'infiltration, là, par les sociétés secrètes, j'ai même parlé récemment, encore une fois, de la CIA, des Skulls and Bones, la franc-maçonnerie américaine, je comprends même pas comment on peut se me coller ça, encore une fois. Et puis là, par-dessus ça, moi, je suis bouddhiste tibétain. Je fais de la méditation tous les jours. Je parle jamais de mes affaires personnelles parce que je veux pas personnaliser les choses. Je veux rester, encore une fois, dans l'analyse. Puis surtout, je trouve pas que ce soit particulièrement intéressant. Moi, je fais de la méditation sur Manjushri, le bodhisattva de la sagesse. Allons-y, étant donné un petit clin d'œil personnel. Là. Manjushri, c'est... le bodhisattva avec lequel je me sens le plus près, son mantra, c'est Om Ara Pat Sanadi, et ça développe l'intellect, la sagesse et le discernement. Il tient une épée, là, mais c'est l'épée du discernement. C'est ce que j'essaie de transmettre dans les webjournaux. Généralement, avant un webjournal, je fais un petit clin d'œil à Manjushri, j'essaie pour que ce soit le plus clair possible. Pour que je sois le plus clair possible. Je veux que les gens comprennent et je veux que les gens aient du discernement. OK? Donc, là, il y a comme toutes des choses que je pourrais expliquer sur... ça, c'est au niveau personnel. Et ça, j'en parle pas normalement. Là, je fais une exception aujourd'hui. Au niveau personnel, c'est ça. Au niveau... Et donc, je suis pas dans la franc-maçonnerie. J'ai un maître, j'ai un lama tibétain, et puis c'est pour ça que j'avais les petits cordons rouges. Des fois, tu vas le mettre, puis il te donne un petit cordon rouge, puis c'est comme... maintenant, ça, c'est au niveau personnel. Au niveau sociétal, je suis pour la rechristianisation du Québec. Je pense que le Québec a été fondé sur des principes chrétiens, il y a le christianisme est dans l'ADN du Québec, et qu'on bénéficierait tous, la société en entier bénéficierait d'une rechristianisation et d'un retour des valeurs chrétiennes. 1. 2, j'ai critiqué en plus de ça massivement, rappelez-vous, l'été dernier, avec les émeutes en Angleterre, j'ai critiqué la laïcité, j'ai dit la laïcité, c'est ce qui nous met dans la merde. Comment est-ce qu'on peut me traiter d'être franc-maçon? Je suis contre la laïcité, contre le multiculturalisme, et je suis pour une rechristianisation du Québec, là, remettre le crucifix à l'Assemblée nationale, etc. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle dit, là? Ah, l'histoire de la franc-maçonnerie. c'est comme le discernement, tu sais, c'est comme... Et puis là, il y a comme tous des trucs intéressants où est-ce qu'il y a comme beaucoup de parallèles, évidemment, entre des trucs dans le bouddhisme tibétain et les chrétiens. Je ne rentrerai pas ici là-dedans, là, mais notamment, tu sais, la messe là, avec le pain et le vin, là, le sang et le corps du Christ, il y a exactement la même chose. C'est un rituel là, qui s'appelle un tso dans le bouddhisme, et c'est exactement la même chose. Tu prends le corps et le sang comme du Bouddha, mettons. Il y a exactement la même chose. Il y a comme une structure aussi, par exemple, il y a un Bouddha qui est entouré des 24 sièges, comme les 24 anciens, qui a exactement la même fonction que le Christ dans le christianisme, qui écrase Satan. Rappelez-vous aussi, genre, par exemple, Bouddha, lors de juste avant son illumination, après son jeûne de 40 jours, de plusieurs années, mais il y a le diable qui vient le tenter, qui lui offre le contrôle sur le monde. Il lui dit, je t'offre l'univers si tu renonces à ton ascèse. Mais il y a eu la même offre qui a été faite à Jésus-Christ. Hein, tu deviens
ou quelque chose de similaire. Tu sais, c'est la dernière tentation, là. Mais il y a eu ça dans les deux cas. Il y a comme, et dans le bouddhisme tibétain et dans l'hindouisme et dans le christianisme, il y a exactement la même eschatologie, c'est-à-dire que dans l'hindouisme, c'est Kalki qui revient à la fin des temps pour chasser les trucs maléfiques sur Terre et instaurer un âge d'or de 1000 ans. Il y a ça dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle le dernier roi de Shambhala qui vient de la même façon sur un cheval avec son épée, des nuages, chasser les corrompus et instaurer un âge d'or de 1000 ans. Et la même chose ici, chez les chrétiens, il y a Jésus qui vient sur son cheval blanc dans les nuages avec son épée, chasser les méchants et instaurer un âge d'or de 1000 ans. Il y a toutes sortes de parallèles comme ça. La seule chose que je veux dire, c'est que personnellement, je suis bouddhiste. Au niveau sociétal, je suis chrétien et que j'ai une vision exactement comme pour la politique, j'ai une vision synoptique des religions. Je suis vraiment pas comme je suis pas comme au niveau personnel, là. Je suis au niveau comme général et même abstrait, stratégique sur les religions. Mais c'est pas le sujet. Je fais de la politique à Radio-Québec. Peut-être qu'un jour, il y a beaucoup de stoïcisme dans le bouddhisme, ouais, etc. Donc, tout ça, c'est pour dire que cette histoire niaiseuse de 17h17, j'en reviens même pas. Là. Après toutes les précautions que j'ai faites, toutes mes positions anti-laïques que je conçois, que je dois encore faire des clarifications là-dessus. Voilà, c'était le Web Journal de Radio-Québec. On remercie ceux qui nous font des contributions. Tiens, ça a tout disparu. Pourquoi? En tout cas, vous savez comment nous a aidés comme d'habitude. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, H2L1. Non, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est la même chose que d'habitude. En tout cas, on remercie ceux qui nous appuient. Évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ont sorti leurs abonnements. Ça, c'est le point fort et le point faible du sociofinancement, mais nous autres, c'est pas ça qui nous autres, on a des positions de principe sur les choses et je passe du temps à réfléchir avant de faire un web journal. C'est ça le truc, hein, ce qui manque à beaucoup de personnes. Puis je bois juste de l'eau, moi, quand je parle. OK. C'était bon. 1h18. Ouf! On a évité le 17. Là, c'est comme... Je ne sais pas si je devrais... est-ce qu'on devrait faire... voter comme sondage là, dans les commentaires. Est-ce qu'on devrait faire le web journal à 17h18 pour pas qu'on puisse m'accuser d'être franc-maçon? Là? Est-ce qu'on change ça d'un commun accord? D'un commun accord? Est-ce qu'on fait ça? De toute façon, je suis toujours en retard ces temps-ci, là, mais est-ce que c'est rendu 17h18 maintenant parce qu'il faut éviter ou on garde 17h17? C'est lequel? Dites-nous ça dans les commentaires. 17h18 ou on garde 17h17? OK? Exactement. On garde 17h17. Regardez ça, là, 17h17, on garde 17h17. Une petite gang de francs-maçons là, dans les commentaires, là, c'est comme... tout ça, là, regardez-moi ça. 17h17, bande de pervers. 17h17, c'est unanime. OK, on garde 17h17. Ah, ma gang de je sais pas quoi. OK. That's it. On se donne rendez-vous dimanche. J'espère que c'était une bonne clarification, qu'on a donné des points. Il y a des web-journaux qui sont méthodologiques. Ça, c'est un web-journal méthodologique. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des web-journaux qui sont méthodologiques. Des fois, c'est comme Dark Alexis, des fois, c'est ici, des fois, c'est ça. Et là, on va pouvoir finalement passer à autre chose et parler de revenir à nos oignons hein, avec ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde dimanche prochain. Salut la gang!